Fermez les yeux un instant. Nous allons faire un voyage loin en arrière. Non, beaucoup plus loin que ça. Oubliez l'époque des chevaliers, oubliez l'époque des pyramides, oubliez même l'époque des premiers hommes. Vous venez d'entrer dans l'océan préhistorique. Mais attendez, ce n'est pas ce que vous imaginiez. Vous vous attendiez peut-être à voir de petites trilobites, de petites créatures primitives qui rampent sur le sable, des poissons inoffensifs qui se faufilent entre les rochers. Détrompez-vous, vous êtes face à face avec des monstres, des créatures d'une envergure qui dépasse l'entendement. Regardez là-bas, ce n'est pas une algue qui flotte, c'est un tentacule. Un prédateur suprême dérive lentement devant vous. Il est plus long qu'un calmar géant moderne. Regardez à votre gauche, cette ombre immense, c'est une tortue. Mais elle pèse plus de 2 tonnes. Elle glisse dans l'eau comme un sous-marin vivant. Ici, les poissons normaux n'existent pas. Tout est gigantesque. Bienvenue dans le monde du gigantisme marin préhistorique. C'est un phénomène étrange. La plupart des gens n'en ont même pas conscience. Pourquoi? Parce que cela s'est produit il y a des centaines de millions d'années. C'est une époque oubliée. Mais c'est différent du gigantisme des grands fonds que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, les géants se cachent dans les abysses. Mais à l'époque préhistorique, le gigantisme était partout, dans les récifs, dans les eaux peu profondes, juste sous la surface. Ce qui est fascinant, c'est que ces géants ne se sont pas concertés. Ils ont vécu à des époques totalement différentes. Ils ne se sont jamais croisés. Ils ne savaient même pas que les autres existaient. Et pourtant, ils ont tous suivi la même règle: devenir massifs, devenir énormes. Pourquoi voyons-nous continuellement des géants à travers presque toutes les ères des océans préhistoriques? Et surtout, quels sont les descendants de ces titans qui nagent encore avec nous aujourd'hui? Pour comprendre cela, nous devons regarder le passé en face. Nous devons examiner ce qui pourrait être la forme la plus ancienne de gigantisme. Et croyez-moi, c'est l'un des exemples les plus bizarres de l'histoire. Il faut que vous visualisiez la créature. Imaginez un calmar, mais au lieu d'être mou, il porte une armure. Imaginez qu'il a enfoncé sa tête dans un cône de signalisation géant. Cela semble ridicule, n'est-ce pas? On dirait un dessin animé. On dirait que la nature a fait une blague. Mais cette chose était bien réelle. Voici l'Endocéras, le plus grand des orthocères. Je sais ce que vous pensez. Comment une chose pareille a-t-elle pu exister? On dirait qu'il porte le plus grand bonnet d'âne du monde sur sa propre tête. L'Endocéras n'était même pas un calmar. C'était un céphalopode ancien. C'est pour cela qu'il a des tentacules qui sortent du bas de sa coquille. Mais ne vous fiez pas à son apparence comique. Croyez-le ou non, ces choses étaient des prédateurs suprêmes de l'Ordovicien. C'est vraiment étrange quand on y pense. On a l'impression qu'on pourrait les vaincre avec un simple taille-crayon géant. Mais ils dominaient le monde. Comment ont-ils fait? La réponse est simple, la taille brute. La majorité des scientifiques s'accordent à dire que les plus longs Endocéras atteignaient environ 6 mètres de long. 6 mètres, c'est la longueur d'une grande camionnette. Et la majeure partie de cette longueur, c'était cette coquille pointue et géante. Certaines estimations, plus audacieuses, parlent de 10 mètres. Imaginez un immeuble de 3 étages qui flotte à l'horizontale. C'est terrifiant. Même si on reste sur les estimations prudentes que celle de 7 mètres, c'est colossal. C'est difficile d'être précis. Nous ne connaissons pas leur longueur réelle au centimètre près. Ils vivaient il y a des millions d'années. Les fossiles sont incomplets, mais ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est que ces créatures étaient lourdes. Comparez-les aux calmars géants d'aujourd'hui. Si vous enlevez les longs tentacules fragiles du calmar, son corps n'est pas si grand. Peut-être 4 ou 5 mètres, mais pour l'Endocéras, ce n'est pas du flanc. Sa coquille dure n'est pas juste un appendice mou, c'est de la masse animale réelle, c'est du solide. Mais posons la question qui fâche. Qui gagnerait dans un combat? Un calmar géant moderne ou un Endocéras préhistorique? Gardez à l'esprit qu'ils n'ont jamais vécu ensemble.
Le calmar géant existe depuis environ 5 millions d'années. L'Andocéras, il y a 470 millions d'années. Mais pour le plaisir de l'hypothèse, faisons-les s'affronter. L'Andocéras a un avantage défensif majeur, sa coquille massive. Un calmar géant ne pourrait probablement même pas la briser. C'était incroyablement lourd, probablement près de 300 kilos. Mais n'imaginez pas l'Andocéras foncer comme une torpille. Il ne volait pas dans l'eau à 100 km à l'heure. Il ne pouvait pas s'utiliser comme un harpon vivant. Sa coquille servait à la protection. Elle servait à contrôler sa flottabilité. Malheureusement, elle ne servait pas de javelot super épique. Le combat serait lent. Si le calmar ne peut pas briser la coquille, il doit attaquer les parties molles, les tentacules, le bec. Le combat devient alors beaucoup plus égal. Bec contre bec. Mais il y a un problème pour notre ami préhistorique. L'Andocéras n'était pas connu pour son agilité, surtout avec cette coquille géante sur la tête. Il devait pivoter lentement. Il devait manœuvrer comme un camion semi-remorque dans une ruelle étroite. Le calmar géant, lui, est l'un des invertébrés les plus intelligents du monde. Il est rapide, il est fluide. Il resterait probablement hors de portée des tentacules de l'Andocéras, à moins que l'Andocéras n'ait eu une force musculaire extraordinaire que nous ignorons, il perdrait probablement. Il était trop maladroit. Mais cette maladresse est intéressante. C'est la raison même pour laquelle l'Andocéras est devenu si grand. Dans les océans de l'Ordovicien, rien d'autre n'était rapide. Il n'y avait pas de requins, pas de reptiles marins, pas de prédateurs rapides comme l'éclair. Tout était lent, tout était simple. Honnêtement, tout était un peu gauche. Dans un écosystème rempli d'animaux lents, la taille seule suffisait. Vous n'aviez pas besoin de vitesse, vous n'aviez pas besoin d'agilité. Il suffisait d'être trop gros pour que quiconque puisse vous embêter. Sa coquille géante le protégeait des petits poissons, mais elle le défendait surtout contre un seul ennemi, les autres orthocères. Puisqu'ils étaient là, les prédateurs suprêmes, leur seul véritable prédateur, c'était eux-mêmes. Imaginez l'horreur. Ils dérivaient tous en essayant de se manger les uns les autres, une course aux armements évolutifs, mais littéralement entre frères. Cela les a poussés à grandir, encore et encore, toujours plus gros. Et avec des mers pleines de vie faciles à manger, la nourriture ne manquait pas. Malheureusement, leur conception était vouée à l'échec. Cette coquille ridicule est probablement la raison de leur extinction. Quand d'autres formes de vie ont commencé à grandir, comme les premiers requins, cette coquille est devenue un handicap. Elle les rendait prévisibles, elle les rendait lents. Un corps aussi maladroit ne peut pas survivre éternellement. Ils ne pouvaient tout simplement pas rivaliser quand des animaux hyper agiles sont apparus. Vous pourriez penser, d'accord, mais les prédateurs suprêmes sont toujours gros. C'est vrai. Mais il y a un détail crucial. Les prédateurs terrestres n'existaient même pas encore. Rien ne marchait sur la terre ferme pour manger des choses. Pas de dinosaures, pas de reptiles géants. L'océan était la scène entière. Et l'océan donne aux géants un avantage énorme. La gravité. Elle ne vous affecte presque pas là-bas. La flottabilité soutient votre poids. Cela signifie que les animaux marins peuvent atteindre des tailles qui seraient physiquement impossibles sur Terre. Sur Terre, leur corps s'effondrerait. Dans l'eau, ils deviennent des titans. Quand les cônes de nageurs ont commencé à disparaître, quelque chose d'autre a dû prendre la place de chef. Qui a pris le trône? Préparez-vous. Ce sont les euryptérides, aussi connus sous le nom de scorpions de mer, mais pas des petits scorpions. Les plus grands scorpions qui aient jamais existé. En suivant l'effet de gigantisme morin, ils étaient absolument énormes. Le plus grand d'entre eux, le Jaekelopterus, pouvait dépasser les 2,5 mètres de long. C'est plus grand que vous. C'est plus grand que n'importe quel humain sur Terre. Imaginez nager et tomber nez à nez avec un scorpion plus grand que votre voiture. Pourquoi sont-ils devenus si grands? Certains disent que c'est à cause des niveaux d'oxygène élevés. C'est une idée reçue. Ce pic d'oxygène n'est arrivé que des millions d'années plus tard. Leur gigantisme n'avait rien à voir avec l'air.
C'était, encore une fois, une course aux armements, une guerre totale. Une fois les vieux prédateurs à coquilles partis, l'écosystème s'est transformé en foire d'empoigne. Les scorpions étaient en compétition avec d'autres scorpions, avec des poissons primitifs, avec de nouvelles proies. Quand tout autour de vous devient plus dur, plus rapide et plus dangereux, il n'y a qu'une solution: grandir. Des corps plus grands signifiaient plus de force, plus de portée avec les pinces. Un avantage massif dans les mers peu profondes où la moitié de l'écosystème essayait de manger l'autre moitié. Le temps passe. Nous arrivons au Dévonien. Les océans se remplissent de poissons lourdement blindés appelés placodermes. Tout évoluait vers des plaques plus épaisses, des mâchoires plus dures, de meilleures défenses. Et quand tout le monde autour de vous améliore son armure, la seule façon de rester en tête est d'améliorer vos armes. C'est ainsi qu'est né le Dunkleosteus. C'était le boss final de cette ère. Les plus grandes estimations le placent entre 6 et 9 mètres de long. Sa tête, c'était pratiquement un bloc de blindage. Les poissons ont développé une armure. Alors les prédateurs ont développé des mâchoires plus fortes pour briser cette armure. Alors les poissons ont développé encore plus d'armure. Le cycle a continué jusqu'à créer ce monstre. Des fossiles de Dunkleosteus ont été trouvés avec des marques de morsure. Devinez de qui? D'autres mâchoires de Dunkleosteus. Encore une preuve que ces prédateurs suprêmes se mangeaient entre eux. La plupart des courses aux armements n'étaient que des animaux contre leur propre espèce. Cela les forçait à évoluer plus gros, toujours plus gros, jusqu'à ce que leur corps ne puisse pratiquement plus grandir. Si vous avez été attentif, vous remarquerez un schéma. C'est toujours la même histoire. Les prédateurs suprêmes deviennent suprêmes en grandissant simplement jusqu'à devenir des versions géantes d'eux-mêmes. Et ensuite, leur seule concurrence, c'est eux-mêmes. D'abord, les océans ont créé les cônes géants, puis ils ont créé les scorpions géants, puis ils ont créé les poissons blindés géants. Essentiellement, presque n'importe quelle forme de vie pouvait devenir un prédateur suprême. Il suffisait d'être le premier à évoluer en géant. Maintenant, faisons un bond en avant. Des centaines de millions d'années. Nous sommes au Crétacé supérieur. Les meilleurs prédateurs ne sont plus des cônes bizarres, ni des tanks blindés. Ce sont des reptiles. Les océans du Crétacé étaient immenses et peu profonds partout dans le monde. L'eau était chaude. Le niveau de la mer était haut. Des systèmes de récifs massifs créaient les écosystèmes marins les plus productifs de tous les temps. Avec autant de vie dans l'eau, les prédateurs pouvaient devenir absurdement grands. Il y avait toujours quelque chose de géant à manger au menu. Et comme l'océan se remplissait de plus de géants, la seule façon de rivaliser était d'être aussi un géant. Tous les saurus dont vous avez entendu parler, les mosasaures, les pliosaures, ils régnaient en maîtres, ils poussaient la course à la taille encore plus loin. Et encore une fois, ce n'était pas à cause de l'oxygène, il fallait juste être gros pour participer au jeu. C'est exactement ce qui est arrivé à la gentille tortue de mer. Voici l'archelon, la plus grande tortue de mer ayant jamais existé. Oubliez les tortues que vous voyez dans les documentaires aujourd'hui. L'archelon faisait plus de 4 mètres de long. Sa carapace était plus large que la plupart des voitures. Ses nageoires étaient construites pour traverser des océans entiers. Elle n'était pas grande à cause de la température. Elle était grande parce que l'océan du Crétacé était un champ de bataille de monstres. Et pour vivre, il fallait être un monstre. Mais voici la grande question, celle qui nous hante. Si ces modèles géants avaient tant de succès, pourquoi ont-ils tous disparu? Où sont les géants aujourd'hui? La chose la plus évidente qui les a supprimés, c'est l'extinction. Quand vous vous faites absolument anéantir par un astéroïde géant, cela remet le plateau de jeu à zéro. Même si les mosasaures étaient fortes, ils ne pouvaient pas survivre à l'apocalypse. Le monde d'aujourd'hui n'a que 66 millions d'années. Comparez cela aux 150 millions d'années du règne des dinosaures. Cette fois, les mammifères ont pris le relais. Dans le monde moderne, les océans sont plus froids. Il y a moins d'abondance de nourriture géante.
Ce n'est pas aussi facile pour ces reptiles massifs de survivre, mais supposons un instant, imaginons que le climat soit le même et que vous fassiez apparaître un tas de mosasaures dans les océans d'aujourd'hui. Dominerait-il à nouveau les océans? Pas vraiment. Et ce n'est pas juste à cause de la nourriture. Le gigantisme reptilien a pratiquement cessé d'exister. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, les océans modernes sont dominés par des chasseurs à sang chauffe. Les orques, les cachalots, les requins rapides, ces animaux peuvent assimiler, chasser, sprinter et manœuvrer mieux que presque tout le reste. Deuxièmement, la plupart des écosystèmes ne supportent plus cette échelle. Les reptiles préhistoriques sont devenus énormes parce qu'il y avait des proies géantes partout. Des ammonites géantes, des tortues géantes. Tout était géant. Une fois que tout cela a disparu, le plan du super prédateur reptile a disparu avec. Les reptiles ne remplissent tout simplement plus ce rôle aujourd'hui. L'évolution ne les a pas poussés dans cette direction depuis des dizaines de millions d'années. Troisièmement, les réseaux alimentaires d'aujourd'hui sont plus serrés. Être un reptile de 15 mètres signifie brûler des quantités massives d'énergie. Et contrairement aux baleines, les reptiles n'ont pas de graisse épaisse. Ils n'ont pas le sang chaud. Ils ne peuvent pas utiliser l'oxygène de manière efficace pour prospérer dans l'eau froide. On pourrait aussi ajouter une quatrième raison. Les humains ne laisseraient jamais des mosasaures courir partout en liberté. Mais j'ai exclu notre espèce de cette hypothèse. Pourtant, le gigantisme marin n'a pas totalement disparu. Il n'est juste plus le même qu'à l'époque préhistorique. Certains descendants de ces géants sont encore avec nous. Ils se cachent à la vue de tous. La tortue lutte n'est peut-être pas aussi lourde que l'archelon, mais elle atteint quand même près d'1 tonne. Le calmar géant dépasse toujours les 12 mètres. Et n'oublions pas le champion, la baleine bleue. C'est l'animal le plus grand ayant jamais vécu sur Terre. Plus grand que n'importe quoi que les océans préhistoriques aient jamais produit. Plus grand que n'importe quel dinosaure. Les géants d'aujourd'hui sont simplement différents. Ils sont beaucoup plus spécialisés comparés aux monstres du passé. Nous ne voyons plus de lézards géants ou de scorpions de la taille d'une voiture. Mais la course aux armements ne s'est jamais vraiment terminée. Les calmars géants ont évolué pour devenir plus longs et plus forts pour rivaliser avec d'autres prédateurs. Les cachalots ont évolué pour devenir les plus grands prédateurs de la planète, conçus pour chasser ces mêmes calmars massifs. Nous voyons toujours ces mêmes schémas se jouer aujourd'hui, juste avec des acteurs différents. Mais qui sait, si un autre événement d'extinction se produit, si les cartes sont rebattues, peut-être verrons-nous des dauphins géants dominer le monde. L'évolution n'a pas dit son dernier mot. Merci d'avoir regardé. Si ce voyage vous a plu, plongez avec nous dans notre prochaine aventure sur le gigantisme polaire. À bientôt dans les profondeurs.